Bonjour à vous toutes et tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, 29 août, zone très dense de préparation de rentrée. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marie Soulier et on va parler de classe inversée. J'espère que vous entendez dans mon ton le pluriel dans classe inversée parce que c'est ce que Marie va essayer de nous partager pendant une heure. Marie, ravie de te retrouver. Qui es-tu? Bonjour. Bonjour à tous. Bon, merci déjà à Nathalie pour l'invitation. J'étais impatiente d'arriver à cette journée où c'est mon premier live. Alors j'ai un petit peu la pression. Qui je suis? Vaste question. Mhm. Je suis professeure de français. J'enseigne toujours, pour ceux qui me connaissent, au collège Daniel Argotte. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques, dans une ville que vous connaissez sûrement parce elle était célèbre pour le basket Orthez. Et je travaille à mi-temps dans l'éducation nationale. Donc, j'ai deux classes. Cette année, je vais avoir deux classes. Donc, si ça n'a pas changé, ça devrait être une cinquième, une quatrième. Et l'autre partie de mon temps, ben, je voyage beaucoup sur les routes de France et un petit peu au-delà pour faire de l'accompagnement, de la formation, parler de cette pédagogie que je mets en place dans ma classe, et notamment la classe inversée. Voilà, et je crois que je vous ai tout dit, voilà, à peu près. Mais oui, Et j'ai pas mais... mal d'expérience aussi, ça doit se voir, hein. et c'est cette expérience que tu partages dans ton ouvrage et que tu viens partager avec nous pendant une heure. Merci pour ça. Merci de prendre ce temps précieux. Alors Marie, pour commencer, pour se mettre en contexte, comment on pourrait définir la ou les classes inversées? De quoi on parle et surtout de quoi on ne parle pas? Parce que je pense que c'est important. Oui, tout à fait. Alors, de quoi on parle? Donc déjà, c'est effectivement Marcel Lebrun, on parle de théorie, hein. Si vous avez envie d'aller aussi sur des apports théoriques, je vous conseille vraiment les lectures des ouvrages de Marcel Lebrun, qui a d'ailleurs publié un ouvrage qui s'appelle Classes inversées, avec vraiment le S Mhm. qui est bien mis en majuscule. Parce que, comme le dit Marcel, en fait, c'est une approche qui appartient à une démarche un petit peu de la pédagogie active, hein, des socioconstructivistes aussi, et c'est une forme de mise en œuvre de cette mise en activité des élèves. Mais évidemment, il y a effectivement, selon les contextes, hein, je parle évidemment à la fois de typologie d'élèves, mais aussi de niveau de discipline, eh bien, on peut voir dans les inverseurs plusieurs formes d'inversion. Donc, le fil conducteur, on va tout de suite essayer de trouver Mhm. le dénominateur commun entre toutes ces approches, c'est la mise en activité. Et ça, c'est véritablement ce qui nous unit et ce qui nous rassemble quand on discute ensemble. C'est cette mise en activité quasi permanente dans la classe. Et évidemment, un lancement de cette activité. Et c'est là que on va être un petit peu, il va y avoir des nuances dans notre approche. C'est le lancement en amont, donc la veille ou quelques jours avant, parce que nous appelons une capsule. Alors capsule, on entend souvent vidéo, mais c'est pas forcément Mhm. qu'une vidéo, hein. Ça peut prendre d'autres formes, y compris l'audio, par exemple, ou quelquefois même un petit fichier papier. Mais en tout cas, l'idée de cette capsule, c'est de préparer le rendez-vous pédagogique. Mhm. Alors, en fonction des contextes, il va y avoir des gens qui vont travailler un petit peu plus sur des focus de cours, donc ça peut être des petits zooms sur un point qui sera développé, ou alors, en ce qui concerne ma démarche, c'est plus une bande-annonce, donc je donne à voir sans forcément susciter donc cognitivement les élèves, donc en mettant en place quelque chose qui sera le point de départ de la mise en activité. Alors, ce que ça n'est pas, c'est ce qui a été pas mal caricaturé d'abord. On parlait de classe inversée dans les médias en 2015-2016 quand il y a eu véritablement un boom des classes inversées. Donc, on parlait de cours à la maison et d'exercices en classe. Alors évidemment, Mhm. c'était très caricaturé parce que on peut pas substituer comme ça ce travail qui est complexe en mettant en ligne quelque chose qui serait enfin un petit peu d'ailleurs désynchronisé de l'acte d'enseigner un cours. Donc c'est pas
personne n'est d'accord sur cette démarche de dire que c'est un cours à la maison et des exercices en classe. C'est bien plus intéressant, me semble-t-il, que ça. Mais vraiment, je vous invite, puisqu'il y a une collègue qui avait envie d'avoir un apport théorique, d'aller lire les œuvres de Marcel Lebrun, parce que Marcel classe justement selon 3 types ces classes inversées. Bon, après, évidemment, vous pouvez lire mon livre pour avoir peut-être plus un axe sur un de ces types, mais voilà pour la définition. Alors, je suis impatiente de lire ce qu'en pensent les collègues. Ouais, je vais te le partager. Moi, ce que je retiens, c'est il y a quelque chose de l'ordre de l'amorçage, la préparation du rendez-vous pédagogique et que je trouve intéressant. Et j'aurais une question, mais on l'abordera peut-être en suivant. Mise en activité, comment on s'assure que l'activité soit bien une activité cognitive? Ouais. Et là, je fais référence à André Tricot sur l'engagement dans la tâche. Voilà, je pense qu'on l'abordera à d'autres moments, mais je trouve que c'est vraiment important de déconstruire ici le. C'est pas parce qu'on est en activité qu'on est forcément en activité cognitive. Et du coup, comment Absolument. toi, tu t'en assures? Je Absolument. te partage, ouais, je te partage ce qui a été partagé. Alors, pour Alima, classe inversée, quelle amie Muriel, séance asynchrone, savoir et savoir-faire, en synchrone, appuyé pour l'approfondissement. Je n'ai pas le prénom, je n'ai que des initiales, alors du coup, c'est un peu dommage. Les élèves abordent un sujet à la maison et on en discute en classe. Voilà les 2 propositions qui ont été faites, les 2 définitions qui, selon les personnes qui sont là, sont celles des classes inversées. Alors, pendant 1 heure, Marie, on va s'appuyer sur ton expérience, sur le chemin que tu as parcouru. Est-ce que justement tu veux bien nous donner à voir un peu le chemin que tu as parcouru et qu'est-ce qui t'a mis en mouvement et à quel besoin finalement cette réponse pédagogique, cette approche répond? Alors, c'était une démarche extrêmement égoïste au départ parce que je n'avais absolument pas prévu de changer quoi que ce soit dans ma pratique. Alors, ça peut vous étonner, mais je vais m'en expliquer. Donc, on va remonter un petit peu en arrière, hein, nous sommes dans les années 2010-2011 et j'arrive dans un nouvel établissement. Avec une façon de travailler. Bon, j'étais évidemment pas une débutante, même à l'époque, hein. Et du coup, j'avais l'habitude de faire ce que j'avais appris, c'est-à-dire un cours dialogué. Donc, c'était pas forcément magistral, hein. J'ai essayé donc d'apporter avec des questions ouvertes un peu de dynamisme dans la classe. Donc, avec également une phase de préparation qui était plus une vérification avec des exercices à la maison. Bon, très bien. J'arrive dans cet établissement et là, assez vite, je me rends compte que je suis confrontée à une nouvelle situation. Bon, c'est un établissement qui est en crise, hein, enfin en tout cas qui est en pleine crise, avec des élèves qui ont beaucoup de mal à s'investir, à faire des travaux à la maison, et également un comportement en classe qui pose problème puisque soit personne n'écoute, soit j'ai quelques élèves qui répondent et du coup, je me sens assez seule assez vite. J'ai été pas confrontée à ce type de problème. Donc, je dis toujours, quand on a un problème, il y a 2 possibilités. Donc, soit on culpabilise, enfin, on culpabilise, on trouve une solution assez vite en se disant, bon, c'est la faute des élèves. On est aussi rassuré par le discours des collègues qui va dans ce sens. Mais on n'avance pas. Voilà, on n'avance pas. Après, on se retrouve quand même seul. Alors, donc moi, j'avais 2 problèmes. C'est ça qui m'a fait bouger. Le problème, c'était donc la gestion de la classe. D'accord? Faire en sorte que ce temps de présence en classe redevienne efficace, comme j'avais l'impression qu'il était avant. Et la problématique des devoirs à la maison. Bon, pour ouvrir une parenthèse, dans cet établissement, c'était véritablement un problème puisque la vie scolaire avait mis en place un fichier sur lequel on devait noter, et ça c'était notre travail dès le début, en même temps que l'appel, on devait noter tous les élèves qui n'avaient pas fait le travail. Donc, en fait, on renseignait ce fichier Excel et quelque part, ça nous déresponsabilisait. Alors, c'était évidemment très, très problématique puisque, en fait, ça ne réglait absolument pas le problème puisque la vie scolaire était complètement débordée par rapport à ça. Donc, la solution, il a fallu la trouver. Je n'avais pas le choix.
Et je le dis de manière très honnête. Il a fallu que je fasse un véritable travail sur moi-même parce que il fallait que j'arrive à trouver cette solution de comportement en classe. Et là, donc, et des devoirs à la maison. Donc là, j'ai commencé à chercher. J'ai passé une année absolument terrible. Et l'été, j'ai passé mon été à chercher. Et c'est la première fois en 2000, donc c'était en 2010, où j'ai vu apparaître le mot de classe inversée. Et c'était, je lui rends hommage aussi dans le livre, une collègue canadienne qui s'appelle Annie Carter et qui parlait, elle était prof de maths et elle parlait de ça. Donc, j'ai commencé à rentrer en contact avec elle. Et dès la rentrée suivante, j'ai tenté de faire quelque chose qui ressemblait un petit peu à sa pratique. Ça a pris 10 ans. Voilà, c'est pas juste Mais oui. quelque chose que j'ai décidé, mais on va dire qu'au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à avoir un peu plus d'engagement dans la classe, avec Mmh. des élèves véritablement où j'arrivais du coup à différencier, puisque j'avais changé de posture. Et tout à l'heure, je pense que tu me demanderas de Ouais. détailler un petit peu ça. Mais Mmh. également, le problème des devoirs à la maison était résolu, puisque je ne donnais finalement plus de devoirs, mais bien plutôt un acte préparatoire avec cette capsule de mise en bouche qui dure 1 minute 30 et qui donne à voir sans attendre de réponse, mais simplement, elle vise à susciter des questions. Donc, la Mmh. problématique a été petit à petit, pas du jour au lendemain, hein, mais petit à petit, ça s'est régulé. Il a fallu, en fait, aussi habituer les élèves à une autre forme de classe. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, comme dans tout témoignage finalement de bouleversement, de changement de posture, de changement de pratique, ça demande du temps. Donc, pour ceux et celles qui ont envie de se lancer, accordez-vous ce temps-là et on parlera tout au long du live de ces premiers pas qu'on peut faire et voilà, toute la douceur qu'on peut s'accorder aux essais-erreurs qui font partie du processus et au temps que cela demande. Est-ce qu'on parle de la place du numérique? Parce que c'est vrai que quand on parle de classe inversée, facilement on l'associe à tout numérique, forcément du numérique. Donc, ton avis là-dessus? Alors, mon avis là-dessus va être très, très clair. On ne parle pas, de classes, inversées avec du numérique. C'est le Mmh. numérique viendra se rajouter si besoin est, mais ce n'est pas en aucun cas une obligation. La Ce qui, définit véritablement, l'apport du numérique, enfin, en quoi le numérique apporte une plus-value dans cette démarche, on va dire que c'est d'abord, premièrement, pour la capsule. Voilà, moi, je fais essentiellement des vidéos. Donc, j'ai dû apprendre à utiliser, une petite application assez simple, sous forme de diaporama, qui me permet de le faire. Ensuite, au niveau de l'engagement, parce que tout à l'heure tu l'as dit, je reviens sur ce que tu disais, la mise en activité, il faut faire attention à ce on entend par activité des élèves, hein. Tout à fait. Donc, ce sont des Mmh. activités qui sont constructives, c'est-à-dire que l'on va donner des tâches complexes, aux élèves. Ils vont pouvoir travailler alors soit individuellement avec des plans de travail, soit en collaboration ou en coopération, ça dépend du choix. Mais en tout cas, à chaque fois, l'idée, c'est de s'appuyer donc sur cette capsule pour pouvoir mettre, les élèves dans une posture d'investigation, hein. Ils sont dans une Mmh. posture de découverte. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup sur des corpus, bon, dans ma discipline, par exemple, où on amène les élèves à réfléchir, à mettre en commun, à différencier, à classer, à catégoriser et ensuite à tenter de définir. Donc, ce numérique va servir aussi à ces actes-là, c'est-à-dire cette classification. Par exemple, on peut avoir recours, pourquoi pas, et là, je laisse toujours le choix aux enfants, soit ils l'utilisent, soit ils ne l'utilisent pas. Donc, certains vont faire des cartes mentales ou des tableaux pour classer. Par exemple, là, je suis en train de préparer mon premier cours de la semaine prochaine sur le verbe conjugué, hein, un quatrième. Bon, je sais qu'il y a des élèves qui vont aller plutôt sur une catégorisation avec des tableaux, d'autres avec des cartes mentales. Donc, il y en a qui vont utiliser le numérique, donc d'autres qui vont peut-être plus écrire sur les vitres, parce que moi, j'utilise Mmh. beaucoup les vitres, peu importe. Donc, vous voyez, ce sont des facilitateurs. Et puis après, évidemment, l'outil peut être intéressant au moment du chef-d'œuvre, c'est-à-dire cette fameuse production finale. Pourquoi? Parce que souvent, quand même, les élèves, quand ils arrivent au bout
de la découverte de ce qui était pointé, eh bien, ils ont envie d'en rendre compte, alors soit à l'oral, soit à l'écrit, ça dépend évidemment de ce que je demande, mais que le produit, entre guillemets, fini, soit de qualité pour qu'ils puissent aussi le partager avec leur famille. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, les applications créatives sont très intéressantes pour ça. Donc, je dirais que ça n'a pas d'incidence sur la mise en place de cette posture pédagogique, mais ça peut être quand même un facilitateur. Voilà. Cette question du numérique, j'imagine que tu l'as beaucoup abordée à certains endroits cet été, notamment à Ludovia, c'est que le numérique répond à un besoin pédagogique et c'est pas le numérique en soi n'a pas valeur pédagogique, elle répond à un besoin. Oui, je pense que maintenant, on est à peu près tous d'accord. On Tout a, à on a fait. lu les travaux notamment d'André Tricot là-dessus. Bon, Mmh. évidemment, c'est qu'un outil, comme, au même titre, à l'époque, je me souviens, on parlait d'auxiliaire pédagogique à l'IUFM quand on parlait de Mmh. tableau. Hein, c'était très Mmh, tout drôle, on à donnait fait. toujours des noms comme ça. Et c'est vrai que bon, le tableau numérique, en l'occurrence, bon, on sait bien que sans appropriation par l'expert de ce tableau-là, bon, il nous apportera rien, absolument rien. Donc ça, on est d'accord. Je pense qu'on est à peu près tous Mmh. maintenant là-dessus. Et c'est vrai que cet outil, tu parlais tout à l'heure, peut-être que j'avais fait des présentations cet été, notamment à Ludovia. Le thème cette année, c'était la sobriété et l'éthique. Hein. Donc j'ai témoigné Mmh, tout à fait. justement Mmh. sur une classe Mmh. inversée sobre et éthique que j'ai mis en place cette année, vu que on est en déménagement et que je n'avais pas de salle de classe. Parce que Mmh. classe avait été oubliée dans la répartition des salles dans l'année scolaire et donc je me suis retrouvée dans un entrepôt où il n'y avait ni D'accord. vidéoprojecteur, enfin il y avait de l'électricité quand même, hein, mais il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas de quoi écrire, en fait, il y avait juste une télé, voilà. Et Mmh. cependant, vous voyez, ça c'est un bon exemple. Je vous invite à aller voir un petit peu ce que je publie, notamment sur Twitter. C'est un bon exemple d'une classe inversée qui peut continuer malgré ce paramètre, hein, c'est-à-dire cette absence Oui. quelquefois d'Internet. Voilà. Donc, c'est pas du tout lié. C'est un facilitateur, bien entendu. Je suis contente quand ça revient, mais c'est pas indispensable. Voilà. Oui, oui, et ce que tu soulignes finalement, c'est que si on s'interroge sur le geste pédagogique et l'intention pédagogique qu'il y a derrière chacune de nos actions, que ça soit via le numérique, via une feuille papier, via un logiciel de carte mentale, on peut le faire tout autrement. On peut choisir plusieurs outils en fait pour arriver à Ah ben cette oui, intention. oui, tout à fait. L'essentiel, finalement, là-dedans, c'est l'engagement des enfants. Et C'est oui. important de Mmh. leur montrer, voilà, mais ça m'est arrivé plein de fois des enfants qui ne rentrent pas là-dedans, voilà, qui préfèrent, Mmh. par exemple, sur les chefs-d'œuvre, on a fait un récit cette année, un récit fantastique. Il y a des élèves qui ont fait ça sous format papier. Il faut Mmh. laisser, je pense que encore une fois, c'est la créativité qui est importante là-dedans. Mmh. Mon travail consiste à développer la créativité chez les élèves. Comment je fais? Eh bien, j'essaie de libérer la mienne. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. L'engagement, il vient me semble-t-il, pas parce qu'on va mettre des iPads à 1500 € sur la table. C'est pas ça. Mmh. Hein. L'engagement, il va venir parce que on va mettre en place une situation assez euh, alléchante, on va dire, dans laquelle les jeunes vont pouvoir rentrer pleinement. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, pour qu'ils rentrent pleinement, je m'arrange toujours pour faire en sorte que ces tâches que je propose, ces missions, ces investigations, aient un côté un petit peu attractif, voilà, hein, en disant, voilà, il y a quelque chose d'essentiel dans ce que vous allez faire. Si vous ne le faites pas, malheureusement, je vais moi-même être empêchée. Donc, il y a toute une scénarisation qui va avec cette façon de rentrer dans la classe inversée, qui fait que, bon, je croise les doigts pour cette année, hein, j'espère que ça va continuer, mais il fait qu'en règle générale, les élèves s'engagent. Voilà. Donc, Mmh. je crois que c'est ça qui est très important. Merci Marie. Et moi, j'ai deux questions hein, sur la posture. Alors, je ne sais pas si on l'aborde maintenant ou un peu plus tard sur la question 5.
Et l'autre, bah, je l'ai perdue, c'est pas grave, elle reviendra sûrement. On vient de parler du numérique. Parlons de l'aménagement de la classe. Une Alors, classe oui. inversée. Je vais parler de l'aménagement de la classe. Je vais être un petit peu longue parce que je vais faire en deux parties. D'accord? Ok. Je vais d'abord vous parler un petit peu pour que les gens puissent se projeter de l'espace classe. Voilà. Comment, Hmm. concrètement, quand on ouvre une porte de classe inversée Marie Soulier, qu'est-ce qu'on voit? Et Mhm. ensuite, évidemment, je vous parlerai de ce que l'on ne voit jamais sur Hmm. Internet. Et c'est pour ça que j'en ai fait ce guide pratique et que j'ai voulu vraiment rendre visible cette partie. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans la classe, parce qu'on parle beaucoup de Hmm. capsules. Alors, d'abord, l'espace classe. Donc, l'espace classe, comme je vous l'ai dit, c'est un espace, on va dire, enfin, pardon, je refais, que j'essaye de rendre le moins théâtral possible. Je n'ai pas trouvé le mot que je Hmm. voulais inventer, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que dans une classe, on va dire ordinaire, on rentre, on voit quoi? On se tourne systématiquement vers un tableau. Sous Hmm. le tableau, il y a un bureau. Alors, quelquefois, il est un peu sur le côté, c'est vrai, hein. Mais il n'est pas très, très loin du bureau, du tableau. C'est vrai. Et puis ensuite, ben, il y a des élèves. Alors, il y a des élèves qui sont organisés. Alors, soit on les voit en U, soit on les voit alignés, soit on les voit. Bon, voilà. Alors, dans une classe inversée, dans ma classe inversée, vous n'avez pas forcément. Enfin, s'il y a un tableau, c'est pas forcément le mien. D'accord? Hmm. Ça va être d'ailleurs un support collaboratif que vont utiliser les élèves. Ensuite, il n'y aura pas forcément un bureau. Pourquoi? Parce que ma place n'est pas centrale. Ma place, elle est, et c'est ce qu'on dit souvent dans les conférences de classe inversée, on passe d'une posture de face à face à une posture de côte à côte. Alors, une fois qu'on a dit ça, Hmm. ça veut dire qu'en fait, les collègues qui pratiquent sont évidemment sans arrêt dans la salle de classe en train de vérifier soit les travaux menés par des groupes, soit par des binômes, soit éventuellement individuels avec des plans de travail. Mais en tout cas, on est tout le temps autour. Donc, on n'est pas dans une posture où on va faire court. C'est ça qui est compliqué à comprendre, hein. C'est-à-dire qu'on prépare en fait une situation, cette fameuse tâche, dans Hmm. laquelle les élèves vont rentrer. Alors, on donne beaucoup, beaucoup de choses pour que les élèves puissent construire. Voilà. Et donc, l'espace classe, il va s'adapter à ça. Donc, on va avoir des îlots, on va avoir des endroits isolés, hein. Par exemple, il peut y avoir des tables isolées où les élèves vont venir se mettre à l'écart pour travailler seuls sur une tâche. Il va y avoir un espace ou des espaces de réflexion collaborative. J'entends par là le tableau blanc, les vitres. En ce qui me concerne, c'est les vitres Hmm. cette année puisque j'ai rien d'autre. Donc les vitres. Et puis, il peut y avoir aussi un espace où on va mettre les ressources. Parce que pour créer de l'intelligence Hmm. collective, pour qu'on puisse rentrer dans une notion, il faut donc il faut donner un certain nombre de ressources externes. Donc, j'entends par ressources, ça peut être parfois des fiches, parfois des textes, pourquoi pas une vidéo, un audio, enfin, de la ressource. Et cette ressource, elle va permettre aux élèves de construire la notion. Donc, un espace qui est assez flexible finalement, avec donc également un endroit où on va mettre en commun. Donc, ça peut être, par exemple, en ce qui me concerne, c'est une télé, hein, la télé qui va être utilisée parce que on va à un moment donné rassembler un petit peu les investigations des différents groupes et on va donc projeter sur la télé via l'appareil photo, on va projeter ce qui a été fait. Donc, soit ça a été fait sur les vitres, on fait une photo et on projette. Et ensuite, on en Hmm. discute. Voilà. Donc, l'espace, c'est ça. Voilà, un espace flexible. En fait, si vous rentrez dans ma salle de classe, vous ne me trouverez pas. Voilà, je suis un petit peu Hmm. anonyme. Euh, la deuxième, oui, vas-y. Oui, c'est que Vas-y. en t'écoutant parler, et je veux bien essayer de reformuler ça parce que ça me paraît intéressant de l'ergonomie de ta classe, en fait, remplace, et je le mets entre guillemets, remplace cette posture un peu centrale de l'enseignant. C'est-à-dire que tu penses à l'ergonomie comme étant le soutien d'apprentissage, là où on pourrait imaginer que ça soit l'enseignant qui est le soutien de tout. Tu penses à l'organisation de la classe comme soutien pédagogique.
Alors, c'est une excellente question. Je te remercie de la poser parce que ça va me permettre d'éclaircir un point. En fait, l'ergonomie, Hmm, c'est pas le premier point sur lequel je suis allée. hmm, Si tu veux, au début, d'accord. Hmm, j'avais une classe en randonnion tout à fait oui. ordinaire, d'accord? Et c'est petit à petit, parce que j'ai décidé à un moment donné de rentrer dans des tâches complexes Hmm, collaboratives, que je me suis hmm, rendu compte que c'était plus pratique peut-être de rassembler les élèves en tournant les hmm, chaises. Et puis ensuite, j'ai compris que j'avais besoin peut-être qu'ils aient de l'espace pour réfléchir. Et donc, du coup, j'ai investi les murs. Ensuite, j'ai investi les vitres. Et petit à petit, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est d'accord. que cette Hmm, flexibilité, elle hmm, s'est, et même encore, ça évolue en fonction de la manière dont j'enseigne, si tu veux. Donc, c'est pour ça que ça me oui. gêne toujours quand, dans les Hmm, constructions, on dit, tiens, on va mettre une case flexible, on va faire ça parce que c'est bien, voilà, hmm, on va acheter des chaises à 400 euros, etc. Puis, qu'est-ce on se rend compte au bout du compte que peu d'enseignants l'investissent. Parce qu'à mon avis, c'est là où, pour le coup, il faudrait faire une inversion. Hein. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. oui, tout à fait. Cet espace-là ne sera pas certainement pas adaptable à quelqu'un qui, surtout le mien, hein, où il n'y a même pas de, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de tableau. Je peux pas écrire. Hmm. Donc, c'est sûr que ça peut pas être adapté à tous. Voilà. Mais je C'est pense ça qu'on que je est voulais dire. d'accord, c'est-à-dire que l'aménagement de ton espace répond à tes besoins pédagogiques et répond à ton intention pédagogique. Absolument. Voilà. Ouais, ok. Absolument. Est-ce que tu aurais, je vais rester sur l'espace si tu veux bien, parce que il Oui. y a une question d'Anne-Christine qui me semble intéressante. Peut-être tu auras une piste. Elle dit, dans mon établissement, les élèves ont leur propre classe. Ce sont les profs Mhm. qui se déplacent à chaque heure. Mm. Donc, pas le temps de modifier Ah l'agencement oui. du coup. Oui. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans cette Oui. situation? Et est-ce que c'est un incompte, enfin, est-ce que du coup, c'est rédhibitoire? Non. Alors, effectivement, je me suis trouvée dans cette. Je rigole parce que ça me rappelle une situation avec une collègue que j'adore par ailleurs, mais qui était prof de maths et qui voulait absolument que les tables restent parfaitement parallèles. Donc, quand j'occupais sa salle, il fallait pas bouger. Donc, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, on va pas rentrer dans un conflit. Ça me prendrait trop de temps, 50 minutes de changer. Donc, en fait, mes élèves, ils étaient tout le temps debout, pratiquement tout le Ah, temps debout. ah, Voilà. ok. C'est-à-dire on touchait surtout pas au bureau. Voilà. Mhm. Euh, Quelquefois, on les utilisait en mettant du paperboard dessus où ils pouvaient donc écrire. Voilà, ça c'est pas mal. Mais sinon, on utilisait les vitres. Les vitres ou les murs, parce qu'avec ce paperboard, là, ces rouleaux de paperboard Mhm. Velleda électrostatique, c'est très pratique. Donc, les élèves, quand il y avait la phase d'échange sur la capsule, eh bien, ils étaient déjà debout. Voilà. Ensuite, il y avait l'investigation, ils allaient chercher les ressources sur le bureau du professeur. Ils venaient récupérer ce qu'ils avaient besoin et ensuite, ils se remettaient, alors du coup, face au Velleda sur les vitres. Il commençait à rentrer dans le classement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et après, au moment de la mise en commun, alors là, à ce moment-là, ils revenaient s'asseoir sur les bureaux, là, enfin, voilà, face au bureau, Mhm. tableau. Et sur le tableau, avec le vidéoprojecteur, j'avais pris en photo les différents paperboards et on faisait notre mise en commun en envoyant au Mhm. tableau un rapporteur. Donc, je touchais à rien. La collègue, elle voyait même pas. On touchait Mhm. absolument à rien. Donc, je pense qu'en fait, très rapidement, on est assez flexible. Ça arrivait aussi quand la salle était très petite, hein, cette salle en question, elle était vraiment petite et c'était il y a 2 ans, et j'avais 29 élèves. Et donc, ça arrivait que certains me disent, Madame, est-ce qu'on peut mettre paperboard sur la porte et comme ça, on travaille de l'autre côté de la porte, dans le côté couloir. Mhm. Donc, je mettais un ou deux groupes comme ça dehors. Et moi, ben, je me baladais à droite, à gauche. Donc, oui, voilà, c'est sûr que c'est mieux quand on a sa propre classe, mais quand les élèves ont leur classe, comme c'est souvent le cas, notamment dans l'enseignement privé, hein, les enfants ont leur salle, à ce Mhm. moment-là, bah, c'est le prof qui la rend flexible en mettant quelques petites astuces en place. On voit bien une posture se dessiner, hein. Il faut penser parfois en dehors de la boîte. Voilà. Et Oui, faire preuve de créativité. alors moi je dirais que en fait, vous allez rencontrer tout un tas de problèmes.
Ça, c'est évident. Parce que quand on change une pratique, on change Mmh. sa façon d'être. Moi, je suis plus du tout la même prof qu'il y a 10 ans. Mmh mh. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans cette posture un petit peu d'enseignant-chercheur, comme le Mmh. définit Monsieur Mérieux, c'est cette capacité à dépasser les problèmes. C'est-à-dire, on a un problème, hein, certes, c'est bien. Voilà, on regarde, on analyse. La solution, on va la trouver. Voilà, c'est Mmh. clair. Il y a toujours une solution. Et c'est ça qui est stimulant. En fait, c'est pas que je recherchais les problèmes, bien évidemment. D'accord. Mais en tout cas, quand il y en a, je me dis, waouh, super, il va falloir challenger. Alors Mmh. qu'avant, j'avais plus tendance à m'arrêter au problème, vous voyez? C'est-à-dire, Ouais, c'est voilà, ça. Eh on oui. me présentait quelque chose en formation, j'écoutais, je me disais, ouh là là, ça, c'est pas pour moi, parce que moi, j'ai pas les Ouais. chaises comme ça et j'ai pas les tables comme ça. Et je m'arrêtais là et ça me rassurait. Alors, c'est pas glorieux ce que je dis, hein. Je me mets pas Non, tellement non, en mais avant quand je dis ça. Mais c'est vrai que j'étais comme ça. Ça me rassurait. Je dis, bon, là, on me dira rien, hein. On pourra rien me dire parce que de toute façon, le problème, il n'est pas surmontable. Et mmh. aujourd'hui, j'ai enfin compris, il a fallu un peu de temps quand même, dans toute ma carrière, que finalement, le problème, ça fait partie du métier. Voilà, il faut dépasser. On trouve toujours des solutions, sans problème. Se dire sans Allez, problème. ah oui, c'est ça. Avant de passer, du coup à ta deuxième Deuxième phase, sur partie. les il y a une question très opérationnelle, des stylos spéciaux pour écrire sur les vitres? Ah, alors, si vous voulez pas vous fâcher avec les agents, au fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des stylos, enfin, c'est des crayons en bois Mmh. qu'on appelle je sais plus la marque Stabilo Woody, C'est voilà. oui, c'est Wood, Voilà. Et il ça, y a c'est Wood pas mal, mais attention, il faut se munir toujours d'une petite lingette humide parce qu'ils sont un peu gras et il faut pas les laisser sécher. Voilà. Sinon, OK, c'est très, très pratique. Alors, je peux super. arriver à ma deuxième Oui. partie. La deuxième partie, c'est, comme tu parlais d'aménagement de la classe inversée, j'aimerais vous amener maintenant dans mes 55 minutes. Voilà. Donc, les élèves Mmh. ont fait effectivement vu cette capsule et la veille, moi c'est toujours la veille, et le lendemain, il va y avoir pendant les 10 premières minutes un moment particulier qui sera divisé en 2 groupes. Voilà. Alors, la plupart des élèves vont aller dans le premier groupe. Ce premier groupe, c'est la phase que j'appelle d'interaction. C'est-à-dire, elle ne va pas durer plus de 10 minutes, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que je m'impose, mais c'est une phase un peu informelle, où les élèves vont échanger sur ce qu'ils ont vu dans la capsule. J'ai bien Mmh. dit ce qu'ils ont vu, hein. Donc, il y a un temps d'échange comme ça entre eux. Alors, ce temps d'échange, ils le font réellement parce qu'ils sont particulièrement attentifs et curieux, surtout, de ce qui va se produire après. Parce qu'ils savent que cette capsule, c'est fondamental. Voilà, on la Mmh. regarde. Si on ne l'a pas vue la veille, alors j'en fais pas un procès. Je leur dis, ben, va vite la voir et après tu réintégreras le groupe d'interaction. Mais en règle générale, ils le font parce qu'ils n'aiment pas perdre de temps. Vous voyez, ils n'aiment pas les ados arriver un peu en retard. Mmh. Donc, ils la regardent et après, ils échangent. Et en fait, la plupart du temps, pour avoir beaucoup audité ma propre classe inversée, la plupart du temps, ils sont assez vite sur qu'est-ce qu'elle va nous proposer aujourd'hui. Hein, ils émettent des hypothèses. Là, on est dans Mmh. l'engagement, voyez-vous, et là, on n'est pas du tout dans le numérique. Alors, le deuxième groupe, où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Alors, ce deuxième groupe, c'est celui que j'appelle l'îlot des curieux. Vous le verrez, tout ça est détaillé dans mon livre de manière plus avec des illustrations et des vidéos. Donc, l'îlot des curieux, c'est un espace. Alors, ça peut être un coin de la salle, ça peut être si vous avez un salon, un petit salon, ça peut être face à une vitre, peu importe. C'est un moment où le professeur attend ses élèves qui ont posé des Mmh. questions. Parce qu'avec la capsule, ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne vous dis pas tout d'un coup, je joins également un tout petit questionnaire où il y a le nom, juste, et puis de quoi parle la capsule. Et éventuellement, si tu as des questions. Et là, quand les élèves ont des questions, je les repère. Parce que quelquefois, dans mes capsules, ça m'arrive, hein, je ne suis pas tout le temps parfaite, et parfois, je mets du contenu qui est trop lié à des prérequis qui ne sont pas là. Mmh. Donc, ces élèves me posent en disant, de quoi vous parlez là? C'est quoi ça? Donc, Mmh. moi, ça me permet de différencier, enfin, d'apporter une aide, un soutien à ces élèves-là. Pas plus de 10 minutes pendant que certains donc, sont dans l'interaction, les autres sont avec moi. Alors, ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive. 10 minutes.
Ensuite, il va y avoir une grande partie du cours qui va durer entre 20 et 25 minutes. C'est l'arrivée de ce que j'ai appelé la tâche complexe. Et ce que tu disais, Mmh. Nathalie, c'est la mise en activité avec une mission. Les élèves doivent accomplir chaque jour quelque chose. Ils doivent découvrir quelque chose. Voilà. Alors là, je vais vous donner l'exemple de ce que j'étais en train de préparer avant d'arriver à l'antenne, cette fameuse séance sur le verbe conjugué. J'ai fait une capsule où j'ai montré, sans le dire, mais plein de situations où le verbe conjugué, alors il peut être un temps composé, ça peut être, il peut être inversé, il peut y avoir plusieurs verbes conjugués dans une même phrase avec des propositions différentes. Donc, je mets plein de situations. Et moi, ce que je veux, c'est que les élèves puissent me trouver une manière de définir le repérage. Mmh. Comment je le repère? Donc, j'ai donné à voir. Il va y avoir un échange. Ensuite, il y aura la mission. Donc, la mission, ce sera, trouvez-moi une approche en manipulant, en comparant, en essayant de voir un petit peu les différences pour repérer ce verbe conjugué. Et ils vont créer, alors je ne sais pas quoi, peut-être une carte mentale, peut-être, comme je l'ai dit, un tableau, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant si vous me suivez sur Twitter. J'en profite pour donner mon pseudo, c'est amarie34. Eh bien, là, effectivement, les élèves vont certainement, enfin, je suis déjà enthousiaste à l'idée qu'ils vont certainement y arriver, ils vont certainement trouver donc une solution. Vous voyez, la tâche, c'est ça. Hein, c'est bien Mmh. quelque chose que l'on construit, soit seul. Alors tout à l'heure, j'ai aperçu comme ça dans le fil du chat, il y a quelqu'un qui posait une question sur le plan de travail. Alors pour répondre à cette collègue, là, ce que je viens de décrire, c'est collaboratif. Mais on peut également faire la même chose, c'est-à-dire aussi une investigation, et j'en fais beaucoup, donc vous pourrez voir ça aussi dans mon livre. Ça, c'est aussi la tâche collaborative, mais ça peut être une tâche individuelle. Donc, avec un Mmh. plan de travail, avec une différenciation, tout le monde ne fait pas forcément la même chose. Ensuite, ça va durer entre 20 et 25 minutes, vous avez compté. Hein, on est sur 20, 25 plus 10. Hein, on va être à 45. Il va rester du temps pour la mise en commun. La mise en commun, donc les élèves vont venir et ils vont juste présenter ce qu'ils ont découvert. Alors, en règle générale, c'est là qu'on négocie ensemble la trace écrite. Hein, on prend appui sur ce qui a été découvert et en prenant leurs exemples produits, on va créer donc, alors on le fait à l'oral, hein, c'est pour ça que ça va assez vite, parce qu'après c'est mon travail. C'est mon travail de récupérer, si vous voulez, toutes les propositions, de les compiler sous forme de tableaux, de cartes mentales en fonction de la manière dont ils l'ont présenté et de le déposer. Et c'est ça, l'inversion, elle est là, hein, je tiens à le dire très clairement. Cette inversion, c'est l'inversion des tâches dans ma démarche, Mmh. c'est-à-dire que toutes les tâches simples, regardez une capsule un peu bande-annonce, cognitivement, c'est pas compliqué, et recopier une trace écrite que l'on a créée et investie avec son groupe ou seul en classe, ça non plus, c'est pas compliqué. Donc, inversion, dans l'inversion de de Marie Soulier, c'est ça, c'est inversion des tâches. Mmh. Tâches Mmh. complexes en classe, tâches simples à la maison. Et donc, voilà comment se découpe. Ça sonne, là, j'envoie, et le lendemain, je vérifie, bien sûr, que cette trace a été écrite. Et puis plus tard, un peu plus tard, 3, 4 jours, parfois même plusieurs semaines après, il y aura la dernière étape de la classe inversée qui consiste à vérifier que les acquis sont bien là en mettant en place ce que l'on appelle des chefs-d'œuvre, qui sont un peu des tâches Mmh. finales, des productions. Voilà ce qui se passe véritablement dans une classe inversée. Merci Marie. Alors, on va parler du premier pas qu'on peut faire quand on veut se lancer. J'ai une question. Ah, décidément, je l'ai encore perdue. Oh non, c'est ça. C'est euh, ces types de. Est-ce qu'il y a différents types de tâches d'amorçage, enfin, ces capsules? Est-ce que tu aurais une typologie de ces Alors, tâches? alors, tâche ou capsule, on va parler des deux, d'accord? Pour la Mhm. capsule, vous le trouverez alors sur mon livre ou ailleurs. Enfin bon, hein, je ne vais pas non plus faire la pub absolument de mon bouquin, mais euh, j'ai créé un storyboard. Voilà, j'ai créé un Ok. storyboard type. Et d'ailleurs, dans mes formations, parce que j'accompagne beaucoup d'établissements dans ces Hmm. démarches-là, et je fais avec les collègues, c'est-à-dire je fais des séances où on transforme leur propre cours.
Alors, je suis pas spécialiste de tout, évidemment, mais je connais un peu quand même la démarche de l'inversion. J'ai le cerveau depuis qui est un peu inversé. Donc, Mmh. j'arrive à accompagner parfois des collègues qui font des matières industrielles, des maths en terminale, en passant par la boulangerie, la pâtisserie. Enfin, c'est très varié. Mmh. Mais c'est vraiment ça. Je leur montre, en fait, le storyboard. Alors, il y a un storyboard, oui. euh, que je vous invite à regarder parce que c'est vrai qu'il permet de bien construire Mmh. cette mise en bouche qui ne donne pas de contenu. Voilà, et notamment pour les matières, quelquefois les matières comme les langues, hein, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, la tâche, il y a des techniques. Cette mission, c'est toujours une situation, donc une tâche complexe, c'est toujours une situation concrète. Et c'est ça le plus difficile. On parle souvent, on dit, ouais, la capsule. Non, non, la chose la plus difficile à faire, c'est d'avoir Mmh. l'idée, hein, je dis bien à chaque fois. Alors, on n'est pas obligé d'inverser toutes ces séances, hein. Il faut être clair aussi. Hein, comme je l'ai Mmh. dit, j'ai mis 10 ans à le faire. Donc, moi, j'ai commencé C'est petit. Hein. ça. Mmh. Mmh. Mais c'est vrai qu'avoir cette idée de tâche complexe, c'est mettre en situation Mmh. son contenu. Alors, ça peut être, je fais appel à ma créativité à chaque fois. Hein, ça peut être, ben, écoutez, voilà, on est face à une situation, on a besoin, ben, par exemple, de créer un cahier d'activité sur une notion, mais la notion, on ne l'a pas, faut voir ce que c'est, puis après, on vous demande de créer un cahier d'exercice. Ça peut être ça. Mmh. Ça peut être aussi des situations de la vie quotidienne. Hein, je fais un peu référence à mon collègue Matvi qui fait ça admirablement bien Tout à pour fait. le premier degré. Mmh. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois des situations très concrètes. Donc, n'hésitez pas à suivre notamment sur Twitter, puisque je partage tout, absolument tout, Mmh. hein, toutes mes séances, toutes mes séquences, toutes mes capsules, absolument tout est partagé. Donc, des fois, il y a des choses bien, des fois, il y a des trucs bon, pas terribles. Mais, mais l'idée, La c'est vraiment la réalité. voilà, la réalité, voilà. Je n'essaye pas de partager que ce que j'ai réussi. Mmh. Bon, je partage à peu près 3-4 fois par semaine du contenu, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est ça qui est le plus difficile, c'est ces tâches, trouver à chaque fois des idées. Alors n'hésitez pas, je fais la pub aussi. Dans Twitter, j'ai créé un groupe, une communauté qui s'appelle Classe Inversée. On en a à peu près presque 500 Super. maintenant. Alors on fait dans cette communauté, on est plusieurs à animer. En fait, tout le monde est censé animer. En fait, c'est un peu participatif et on crée des webinaires, voilà, un petit peu de manière informelle. C'est souvent le soir, évidemment, ou parfois le week-end aussi. Hein. Mais c'est pour faire vivre un petit peu cette communauté. Donc n'hésitez pas Comment à comment rejoindre aussi. comment on ret alors comment on retrouve cette communauté sur Twitter? Alors, allez sur Twitter et vous savez, sur Twitter, vous avez un nouveau petit logo où vous avez deux petits bonhommes. Vous avez le module de recherche et puis vous allez voir, il y a l'icône avec deux petits bonhommes. Et ça, c'est l'endroit où il y a les communautés. Donc, avec le moteur de Mmh. recherche, vous tapez classes inversées et vous trouverez, vous demandez à y participer et moi ou des modérateurs viendront vous accepter. Et puis, comme ça, vous verrez on peut tweeter maintenant uniquement dans cette communauté. Donc, on va organiser des tweet chats, on va Super. faire des webinaires, voilà. Donc, on est à peu près presque 500 bientôt. Elle est toute nouvelle, hein, on a créé cette communauté au mois de juin, donc c'est un devenir, quoi. Et un bon moyen, pour se sentir soutenu et dans ses premiers pas. Donc, merci pour, cette initiative. On va essayer d'avancer parce qu'il nous reste quelques sujets à aborder. J'aimerais bien qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on voit un peu ce que dit la recherche de ce type Mm. d'enseignement. On parlait tout à l'heure faire bien la différence entre la tâche et la tâche cognitive. Enfin, être en activité, ça ne veut pas forcément dire être en activité cognitive. Donc, qu'est-ce que dit la recherche de ce type d'approche? Alors, souvent, quand on me pose la question, qu'est-ce que dit la recherche, la vraie question derrière, c'est est-ce que c'est efficace? Hein, Oui, c'est tout ça. à fait. Voilà. Exactement. Donc, ce que dit la recherche, alors bon, moi, je connais bien Marcel Lebrun, qui est quand même le spécialiste. Je vais également assister aux conférences d'André Tricot. Bon, et puis, je lis aussi beaucoup.
Mais ce que j'en déduis, alors moi je suis pas une chercheuse, hein, je suis une praticienne, comme voilà, comme beaucoup d'entre vous certainement qui écoutez. Donc je n'ai pas cette prétention de vous dire, mais à mon avis quand même, je vais me mouiller un petit peu. Je vous dirais qu'à la question est-ce que c'est efficace, je répondrai tout simplement je n'en sais rien. Voilà. Pourquoi je réponds je n'en sais rien? Parce que je n'ai pas les moyens, et je pense que la recherche, il faudrait creuser, hein, mais c'est très compliqué de savoir si cette façon de travailler a des résultats sur, par exemple, les résultats scolaires, etc. Parce que quand on parle d'efficacité aujourd'hui, quand un chef d'établissement, et on me l'a posé la question X fois, quand des collègues me posent la question aussi, on me parle de résultats scolaires. On me dit, dis donc, tu as augmenté ta moyenne, c'est bien ce que tu fais. Alors moi, je réponds, je n'en sais rien. Parce que je crois qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu là-dedans. Ça serait prétentieux de ma part de vous dire, écoutez, ça suffit, faites autre chose, changez, faites une pédagogie active parce que c'est efficace. Moi, je ne peux pas le mesurer comme ça. Par contre, je ne suis pas complètement inconsciente. J'ai quand même quelques indicateurs. Ce sont que des indicateurs. Hein. Ce n'est pas des choses, des statistiques. Je n'ai pas suivi des cohortes. Bon, il faudrait suivre une cohorte pendant plusieurs années, se dire peut-être la comparer. À mon avis, c'est même pas efficace. Mais des indicateurs, j'en ai. Alors, premier indicateur, et c'est celui sur lequel je me suis appuyée au début, c'est que ma problématique des devoirs à la maison, elle est résolue. Voilà, déjà. Ouais. Je ne rentre plus en classe avec l'idée que je vais être en conflit tout de suite avec les élèves. Parce que la capsule, effectivement, comme ils l'ont vu, j'ai des notifications, je vois qu'il a vu. Quand ils ne l'ont pas vu, je sais aussi. Donc, ils peuvent tout à fait venir me voir, et ils le font d'ailleurs spontanément. Ils vont la regarder. Ce n'est pas soumis à sanction de ne pas l'avoir vu. C'est juste un manque, voilà. C'est cette mise en appétit, on ne l'a pas eu. Donc, il faut y aller à un moment donné. Et donc ça, déjà, c'est un premier indicateur. Deuxième indicateur, je me suis amusée aussi parce que j'ai voulu quand même, moi aussi, hein, l'efficacité, voilà. Surtout quand on me posait la question, hein, tu sais, quand on ne change rien, on ne te pose jamais la question de si tu es efficace. Ouais, le jour où j'ai changé, figurez-vous, comme elle l'a posé sans arrêt, c'est assez rigolo. Donc moi aussi, je me disais, il faut absolument que je leur montre, mais montrer quoi, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regarder en termes de mise en activité. Voilà. Effectivement, j'ai filmé. Voilà, j'ai filmé plein de séances et j'ai bien vu que là, je pouvais être sur une mise en activité immédiate. Il n'y a pas le temps, si vous voulez, de découvert. Alors aujourd'hui, on va faire non, ça y est plus. Donc, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est 2 ou 3 minutes. Efficacité en termes d'engagement, parce que en enlevant l'acte de recopier une trace écrite, notamment en collège, tu gagnes facilement entre 10 et 15 minutes. Parce que quand tu attends que les gens recopient, ben en gros, tu ne sers à rien. Hein. Donc ça, c'est efficace. Efficacité en termes de différenciation. À l'époque, on nous disait à l'IUFM, quand j'ai commencé, il faut différencier. Mais sauf que moi, je ne savais pas faire. J'avais 25, à l'époque, on n'avait pas moins d'élèves, mais 25 élèves par classe. Même à 25, je voyais bien quand il y en avait un qui décrochait. Mais comment faire? Moi, je ne pouvais pas me décrocher pour aller. Donc, la différenciation, c'était compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, avec la pédagogie active, comme je suis déchargée de cette parole magistrale, puisque je mets en place des situations où les élèves construisent et ensuite on met en commun, on vérifie, eh bien, je peux aller dans la différenciation. Et tout à l'heure, la collègue le disait, je pense qu'elle a dû le voir, bien entendu. Le plan de travail va le faciliter. Alors, je ne vais pas rentrer dans la différenciation entre plan de travail, feuille de route et contrat. Lisez le livre si vous voulez, vous verrez des exemples concrets. Mais en tout cas, là, je suis dans des indicateurs. Alors, je pourrais en citer d'autres, Nathalie, mais je vais m'arrêter là. Donc, pour répondre à cette question d'efficacité, en termes de résultats scolaires, je ne sais pas. Voilà. Mais en termes d'engagement des élèves, de la motivation, et puis de l'envie qu'ont les enfants de venir aussi en classe, parce que ça, quand même si ce n'est pas scientifique, c'est important. Eh bien, oui, pour moi, je ne changerai certainement jamais ma façon de travailler. Elle évoluera, mais pas… Ouais. Pour appuyer ton propos, Natacha Gangouloff, qui est professeure et chercheuse et qui parlait des leviers de la motivation au collège et qui, elle, retenait dans ses recherches 3 leviers qui sont celui du sentiment d'autonomie, du sentiment de compétence et du sentiment d'appartenance. Il me semble, sauf erreur de ma part, que quand tu présentes tes pratiques,
on est bien sûr, on actionne bien par cette pédagogie-là, par cette approche-là, les leviers de la motivation. Oui, Donc, j'en rajouterai un quatrième quand même, si je puis me allez, permettre. mais je C'est t'en prie. aussi c'est le levier de la créativité. Voilà. Ouais, tout à fait. Développer la créativité, ça me paraît important. L'autonomie, vous l'avez compris, c'est forcément là, puisqu'on va chercher des ressources, on cherche, on fait du pas à pas avec les élèves. Hein, Mmh, ils découvrent. Quelquefois, ils arrivent à ne rien découvrir. Par contre, ils mmh, savent qu'ils ont découvert des choses qui ne sont pas justes. Ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que c'est mmh. important. Je réponds juste à une question qui me paraît extrêmement importante. Elle me parle de l'apprentissage des leçons. Alors, Voilà, l'apprentissage tout à des fait. leçons, voyez-vous, ça, c'est très important de se dire que quand on est dans cette pédagogie active, l'apprentissage à 80%, il va être, on va dire, abordé par l'élève lui-même. Alors, c'est Mmh, pour ça que c'est important dans ces tâches-là de bien vérifier, c'est votre travail, de bien vérifier que tout le monde est engagé. Voilà. De bien mmh, aller voir s'il y a un élève qui décroche à un moment donné pour des raisons X ou Y dans un îlot, de bien intervenir. Parce que la construction, elle se fait en partie là. Alors après, l'apprentissage, comme il a été vu en classe, qu'on a compris le concept, on va le revérifier. Et on va le revérifier avec des séances où on va mettre en place ça peut être des quiz. Enfin, moi, j'aime pas tellement les quiz, mmh. mais ça peut être de la création d'exercices, ça peut être parfois même du tutorat dans Mmh, la classe où on va vérifier que cet apprentissage est fait. Et moi, j'organise toujours, pour répondre à Eve, j'organise toujours avant l'évaluation finale, donc la production du chef-d'œuvre, qui peut être d'ailleurs entre nous, hein, ça peut être un brevet blanc, hein, voilà, ça peut être aussi quelque chose de mmh. plus classique, pas forcément quelque chose d'extraordinaire, hein, mais j'apprends toujours cette étape dans une séance où je vérifie la mémorisation. Et pour ça, Voilà, moi, c'est ça. ma façon de faire, c'est de créer un podcast. Voilà. Moi, j'aime bien que OK. les élèves produisent de l'audio. Alors, chacun a sa petite brique. Voilà. Ensuite, on va compiler ça et les élèves vont pouvoir réécouter à la maison pour bien se préparer et associer, bien entendu, aux traces écrites qui sont dans le cahier, mais passer par une phase, encore une fois, de construction pour aider la mémorisation. C'est par exemple le cas de mes quatrièmes, je vous le fais en avant-première là, parce que je suis dedans. J'ai une scénarisation sur l'année de ma classe inversée. Le programme est scénarisé sous forme de musée. Donc, toute Mmh, l'année de quatrième, c'est un musée. Salle par salle, chaque salle est une séquence. Chaque œuvre est une séance avec des capsules. mmh. Vous pourrez aller voir sur mon blog. Et l'objectif, c'est que salle par salle, les élèves doivent faire un audio guide. Voilà. Donc, vous voyez, OK. Eve, voilà une manière Mmh. d'apprendre les leçons en classe avant de passer à la production. Merci pour cette réponse. Hem, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on propose, est-ce que tu proposerais aux collègues qui sont là, le premier pas à faire, hein? Tu disais bien, et je veux bien qu'on le dise ici, tu témoignes de ta pratique depuis 10 ans, donc une pratique non parfaite, mais quand même bien aboutie, en tout cas suffisamment stabilisée. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux collègues pour faire un premier pas? Alors, un premier pas, c'est premièrement, alors je vais être très catégorique. Un premier pas, c'est d'abord choisir dans votre séquence-là, celle que vous allez Mmh. commencer, peut-être une séance, celle que vous détestez faire. Ah, Celle OK. qui vous pose vraiment Ouais. problème, parce que vous savez que les Mmh. élèves, ça les ennuie. Hein, voilà. Mmh. Ouais, bon. Celle-là, voilà, celle-là, vous la prenez et vous tentez de commencer. Alors, tout de suite, on commence pas forcément par la capsule. Hein. On commence par la Mmh. tâche. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais donner à faire, comme disait Nathalie, une tâche de construction, hein, où les élèves sont véritablement dans la construction. Ils voient des choses. D'accord. Et après, viendra le moment de faire ce petit ascenseur, cette mise en bouche, dans laquelle vous allez Mmh. montrer sans nommer, sans définir cette notion. Et puis vous testez, voilà. Et vous regardez. Alors, vous allez certainement vous planter au début. Parce que ben, ça ne va pas fonctionner. D'abord, parce que les élèves sont hyper formatés. Hein. C'est Quand on ça. est dans un... Ils sont pas On parle habitués. souvent de nous, mais les élèves, c'est pire. Hein. Et les familles, n'en parlons pas. Donc, c'est vrai qu'au début, ça peut être compliqué. Mais encore une fois,
dépasser les problèmes. Dépasser les Mmh. problèmes et essayer de mettre des lunettes où vous allez voir les choses positives d'abord. Qu'est-ce qui a été mieux? Tiens, cet élève, il est plus engagé que d'habitude. C'est déjà une réussite. Et puis ensuite, Mmh. vous allez petit à petit prendre confiance et en faire une comme ça de temps en temps, jusqu'au jour où vous allez définitivement basculer. Merci, le pas à pas, je pense qu'il est important parce que, euh, comme dans tout changement, on a l'impression qu'il faudrait atteindre ce que tu as mis 10 ans à atteindre dès la première année. Et non. Et pour ça, c'est merci du témoignage du début d'émission, quoi. Ça se construit petit à petit. Donc, lancez-vous. D'ailleurs, je veux bien que ceux et celles qui sont là et qui ont envie de se lancer et qui sentent qu'ils sont vraiment sur le point de basculer et de se lancer, allez, c'est quoi du coup? Vous avez envie de vous lancer sur quoi? Partagez-nous cette première expérience que vous voulez faire dans votre classe en termes d'inversion de classe. Parlons justement, tu en as parlé juste avant. Comment on parle de tout ça à nos collègues, à nos chefs d'établissement, à nos parents? Voilà, on sort de la classe, il faut bien travailler avec nos partenaires. Et donc, comment on présente tout ça? Euh, je vais jouer la carte de l'honnêteté, hein. Ouais, Le plus important, c'est aux élèves. Voilà. C'est les ok. élèves à qui il faut présenter. On prend du temps. Je dis, je vais prendre du temps. Voilà, j'ai préparé, comme tous les ans, un petit visuel simple où ils vont voir les 55 minutes de cours et ils vont voir Mmh. des toutes petites vidéos que j'ai prises de l'année Mmh. dernière, voilà, en leur expliquant Mmh. cette phase-là, cette phase-là, cette phase-là, ce que vous avez à faire. Et à la fin, je leur dis, bon, les enfants, ma façon de travailler, je l'appelle la classe inversée. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je peux vous dire, mais alors, pratiquement en mettant ma main à couper là, qu'ils vont réussir à me dire, ben, madame, c'est inversé par rapport aux autres. Parce que, alors, quand vous creusez, ça veut dire quoi? Eh ben, parce que les autres, il y a les devoirs, et puis après, on fait la leçon. Donc, en fait, privilégiez la communication de votre protocole aux élèves. Ensuite, les parents. Mmh. Les parents, il faut leur dire quoi? Parce qu'eux, ils ont une représentation de l'école qui n'est pas celle-là. Donc, pareil, communiquer, montrer qu'on sait où on va. C'est important C'est aussi. ça. La confiance, elle vient sur le fait qu'ils vont vous faire confiance si vous êtes clair. Voilà. Si vous avez... Mmh. Quand je leur dis, écoutez, hein, moi, je travaille autrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Et quand je leur dis, écoutez, vous savez, l'inversion, elle réside dans le fait que d'abord, elle veut réduire l'inégalité. Parce que l'inégalité, elle est là. Quand je donne l'exercice 4, page 180, à un élève, à une classe, eh bien, il y a celui qui va être accompagné, celui qui ne va pas l'être. Et moi, dans mon établissement, il y a des élèves qui vivent, par exemple, ils appartiennent à la communauté des gens de voyage et ils n'ont pas tous les moyens Mmh. qu'ont les autres. Donc, déjà, donner, juste avoir quelque chose qui, pour moi, est vital, c'est vital, hein, c'est que tout le monde soit capable de voir ce qu'il y a à voir sans tout de suite susciter la compréhension, eh ben, ça veut dire que tous les enfants, quand ils rentrent dans ma salle, ils sont tous sur le même point d'égalité. Et ça, je le dis aux Mmh. parents. Moi, d'abord, c'est ça. C'est moi l'experte. Vous n'êtes pas des experts. Donc, ce que font les enfants, vous aurez l'occasion de le voir parce que je donne à voir aussi la partie Mmh. qui n'est pas visible de l'iceberg. Je Et communique oui. énormément avec les Mmh. parents. Donc, la confiance, elle vient là-dessus. Les parents, ils voient que vous avez un cadre, vous savez où vous allez. Moi, bon, mais j'ai la pratique. Maintenant, je suis assez connue dans la communauté des parents. Donc, c'est pas un problème. Par contre, les collègues, ben, moi, je dirais que les collègues, déjà, peut-être pas forcément parler tout de suite. Ils vont venir à vous. Vous allez avoir les vrais curieux. Voilà, qui vont venir à vous, qui vont dire, tiens, j'aimerais bien voir dans ta classe. Donc, souvent, dans ma classe, il y a du monde. Alors, pas forcément ceux de mon établissement, mais d'autres établissements. Et puis, et après, il y a les faux curieux. Alors, les faux curieux, c'est ceux qui vont vous dire, ben alors, c'est efficace ton truc là, voilà. Et donc, dans ces cas-là, je dis non, c'est pas efficace, mais comme je suis un peu têtue, je m'acharne et je passe à autre chose parce que je veux pas dépenser de l'énergie à essayer de convaincre des gens Mmh. qui, de toute Ouais. manière, ont leur avis. Voyez, je préfère aller sur Twitter, sur Facebook, dans les communautés, faire comme vous, comme là aujourd'hui, Nathalie, chez toi. Voilà, c'est ça qui me motive, ça qui me Mmh. plaît.
c'est partager mon expérience. Parce que plus ou moins, ben, les gens qui sont là, c'est des curieux, ils ne sont pas forcément convaincus. Hein, ils vont peut-être se dire, mais ce qu'elle raconte, cette collègue-là, c'est pas intéressant. Mais en tout cas, ils ont fait cette démarche. Et cela, ils m'intéressent. Voilà. C'est pas une solution miracle. Non. Et ça, il faut aussi. Enfin, tu le disais, hein, quand on est praticien dans la classe, on essaye, on se plante, on a des moments de génie où on se dit, mais oui, ça c'est trop bien, ça marche 1 an, 2 ans, et puis après, avec une autre classe, ça ne fonctionne pas. Et ce que je retiens de ton partage, c'est que il y a cette capacité à remettre en question et à remettre l'ouvrage sur le métier à chaque fois. Être une enseignante expérimentée, ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas de questions, ça ne veut pas dire qu'on ne change pas, ça veut dire qu'on regarde la réalité arriver, les élèves, et là, c'est pas du tout pareil cette année. Ok, comment je le relève? Et c'est ce qui peut-être permet de maintenir cette flamme qu'on partage avec beaucoup d'enseignants et le plaisir qu'on a à être avec nos élèves. Ben voilà, allons-y, quoi. Donc, tu as allumé une petite flamme. Donc, merci pour eux et pour elles. J'aimerais quand même terminer, Marie, sur qu'est-ce qu'on trouve dans ton ouvrage pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que acquérir ton ouvrage peut leur permettre et qu'est-ce que ça peut les accompagner sur cette année? Alors, c'est un guide pratique avec des D'accord. zooms sur des théories, mais c'est des guides pratiques, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre que vous allez lire en 3 jours, vous allez le lire en 1 heure, mais par contre, vous allez y revenir parce qu'il y a énormément d'exemples. Donc, par exemple, j'ai parlé du plan de travail, vous cherchez plan de travail, hop, il y a des QR codes où on renvoie sur des exemples concrets. Donc, je crois que ce que vous allez trouver, c'est des exemples. Déjà. Vous allez revoir le scénario de la classe que j'ai brossé rapidement avec les différentes étapes, avec aussi beaucoup d'exemples. Et puis, vous irez aussi un peu plus loin dans le plan de travail et notamment la tâche complexe collaborative. Et également, en fin d'ouvrage, je parle sur quelque chose qui me passionne, c'est la scénarisation. Donc, c'est ce qu'on appelle la simulation globale, qu'on utilise beaucoup aussi dans le supérieur. Donc, la simulation globale, c'est comment scénariser tout au long de l'année pour avoir un peu plus d'engagement aussi. Donc, un guide pratique, j'insiste. C'est ça que vous allez voir dans l'ouvrage. Super. Et il y a... Ah voilà, il y avait quand même une question que je voulais te... Ah maintenant, tu l'as faite. Non, tu l'as faite. En fait, tu as répondu tout à l'heure à la question des exercices. Merci beaucoup, Marie, pour cette heure de partage sur la ou les classes inversées. Bonne rentrée à toi. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver sur les réseaux à Marie34. Super. Merci beaucoup, Marie. À très bientôt.